Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News et comme chaque mercredi, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose de plonger dans les eaux troubles de la géopolitique libyenne. Depuis la chute de son leader Mohamed Kadhafi, le destin de la Libye semble déjà scellé, sacrifié sur l'autel des intérêts des puissances et leur échiquier géopolitique. La Libye s'est plongée dans un chaos politique et sécuritaire depuis l'intervention illégale de l'OTAN qui a conduit, comme vous le savez, à la chute de Kadhafi en 2011. Les belligérants de cette agression contre la Libye avaient pour objectif d'anéantir les institutions de l'État libyen. Objectif atteint. Aujourd'hui, en plus des factions locales et des milices rivales, la Libye a également ou doit également faire face à une bifésalie des pouvoirs. À Tripoli, un gouvernement reconnu par la communauté internationale et à l'Est, un gouvernement rival autoproclamé. Dans le même temps, les puissances étrangères fidèles à elles-mêmes continuent de jeter de l'huile sur le feu de la poudrière libyenne, rendant la cohabitation des Libyens et l'émergence d'un processus de paix libo-libyen quasi impossible. Les analystes et experts de la Libye affirment sans hésitation, il est question de la géopolitique du chaos. Ce qui, dans le récit historique de l'impérialisme, est présenté comme l'incapacité des Libyens, libérés par l'OTAN, à reconstruire une démocratie selon des valeurs occidentales, est en réalité une stratégie, un modus operandi. La déstabilisation de la Libye par une intervention étrangère avait également pour effet ou objectif de paralyser le Sahel et l'Afrique du Nord. Autrefois centrale dans la géopolitique régionale, la Libye est aujourd'hui un champ de bataille entre forces locales et puissances étrangères. C'est sous le thème La Libye, otage des seigneurs de guerre et des parrains étrangers, que je vous propose de nous plonger sur la Libye. Installez-vous confortablement. On revient dans un court instant. Et pour parler de la Libye, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné ce soir de Giuseppe Aconcia, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui me rejoint depuis Napoli, en Italie. Bonsoir Giuseppe, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir vers Giuseppe dans un court instant, et j'ai également le plaisir d'être accompagné d'un habitué de Cap sur l'Afrique, Jonathan Batongene, analyste de la géopolitique africaine, qui me rejoint depuis Douala. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Tine, bonsoir à nos millions de téléspectateurs et à la magnifique équipe d'Al24. Merci Jonathan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord ce sujet de la rédaction de Cap sur l'Afrique. Le dernier épisode de violence survenu à Tripoli en mai 2025 souligne la fragilité d'un pays toujours déchiré par des divisions internes. L'assassinat de Abdelghani El-Klikli, chef de la milice SSA, a provoqué des affrontements meurtriers entre factions rivales, ravivant les craintes d'une nouvelle escalade. Malgré la promesse d'un cessez-le-feu, la situation demeure instable. La Libye est le théâtre d'une lutte complexe où chaque groupe tente de s'imposer dans un contexte politique où l'unité semble impossible à atteindre. Les institutions sont incapables de créer une base de gouvernance stable et la justice, toujours en reconstruction, reste sous pression. Économiquement, la Libye continue de dépendre de son pétrole malgré les efforts pour diversifier ses sources de revenus. Les récentes prévisions du FMI prévoient une croissance, mais cette reprise reste fragile tant le pays dépend des fluctuations des prix mondiaux. Les Libyens aspirent à la paix, mais les obstacles sont nombreux. Seule une réconciliation véritable par un processus libo-libyen soutenu par la communauté internationale pourrait redonner un espoir tangible à ce pays en quête de stabilité.
Je commence avec vous, Jonathan, et on va directement dans le cœur du sujet. Alors, on va sauter dans le cœur du sujet, je le disais. Les événements et les violences récentes qui ont marqué la Libye la semaine dernière, comme on vient de voir dans le sujet de la rédaction de Cap sur l'Afrique, l'actualité, où il y a eu la mort d'un important chef milicien, a remis la Libye dans ce circuit de la violence. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces violences quasi systémiques sont liées intrinsèquement à l'histoire de la Libye depuis 2011? Est-ce qu'on peut parler de violences cycliques? Puis on assiste à une guerre de leadership qui est malheureusement le fruit de l'implosion de la Libye, non pas sur des bases de démocratie comme on l'a souvent vanté, mais plutôt sur les bases d'un agenda de recolonisation de cet espace, de prise de contrôle des ressources stratégiques de la Libye, notamment les ressources gazières, les ressources pétrolières. Il n'y a qu'à voir comment la Libye actuelle est configurée pour comprendre tous ces enjeux. Vous avez d'une part un conglomérat italo-turc qui prend le contrôle d'une partie de la Libye, et vous avez d'autre part un autre conglomérat un peu atypique où vous avez les Russes, vous avez les États-Unis, vous avez les Français qui s'allient carrément pour également soutenir certains acteurs. Oui, allô? On va revenir justement sur ce rôle des puissances étrangères. Il n'y a pas que l'Italie et la Turquie, comme vous venez de l'expliquer. Il y a plusieurs puissances globales qui agissent en Libye. On continue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment finalement l'essor et la prolifération des milices en Libye et dans quelle mesure ces groupes sont-ils le reflet des intérêts géopolitiques des puissances étrangères justement dont vous avez commencé à parler? Effectivement, lorsque vous regardez cette configuration, vous avez le maréchal Haftar, d'une part, vous avez parlé du gouvernement de l'Est, et le maréchal Haftar est une figure proéminente qui a une histoire. Il a une histoire, il a travaillé en tant qu'agent de relais de la CIA, il a été un élément très important dans la déstabilisation de la Libye, dans la mesure où, en relation avec les États-Unis, il a participé à armer des milices et à créer lui-même une milice qui est aujourd'hui l'une des plus importantes. Le gouvernement de Tripoli, quant à lui, vous allez remarquer qu'il est soutenu par la Turquie et un ensemble d'autres puissances qui, cette fois-là, font face au gouvernement de Haftar. Vous avez ces rivalités au sommet. Vous avez encore des micro-rivalités avec des acteurs qui ont joué un rôle dans la déstabilisation de la Libye, qui étaient hier les collaborateurs les plus proches du guide Muammar Kadhafi, qui eux tous sont d'accord sur un fait. Ils ont trahi la Libye, et la Libye a perdu la trajectoire qu'elle avait prise sous le guide libyen. Très bien. Donc, Jonathan, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les puissances occidentales et leurs alliés en Afrique du Nord, ou encore comme la France, les États-Unis, on n'a pas encore parlé, sont-ils finalement en partie responsables de ce qui est aujourd'hui appelé du chaos libyen en soutenant ces milices pour garantir leurs intérêts géopolitiques? Mais est-ce que c'est l'accès aux ressources pétrolières et le contrôle des routes migratoires qui justifie ce soutien apporté aux milices et aux différents gouvernements parallèles en Libye? Tout à fait. Vous avez raison quand vous faites référence à ce soutien lié à des enjeux qui ne sont pas du tout la démocratie. Si vous prenez les cas de Wikileaks et les conversations d'Hillary Clinton, cette dernière nous renseigne que du moment où elle était au département d'État, elle a décidé, avec Barack Obama, de débarquer Kadhafi essentiellement
parce qu'il avait un projet de souveraineté monétaire pour l'Afrique. Il était prêt à mettre 120 tonnes d'or pour la création d'une monnaie africaine. Et elle dit, ça, les États-Unis n'auraient jamais pu pardonner ce projet. C'est une raison. La raison pour les Français, il y a une raison interne. Nicolas Sarkozy, le boucher de Tripoli, a engagé une bataille personnelle contre le guide libyen parce que ce dernier avait fait des révélations sur les financements de sa propre campagne à lui, Sarkozy. Et il y avait aussi le fait que la France lorgnait les ressources pétrolières de la Libye. Aujourd'hui, vous avez Total qui est revenu sur le marché libyen. C'est grâce à cette action de la France. Et vous avez toute l'histoire de ces présidents français qui n'avaient de cesse de présenter la Libye comme étant une phase d'un vaste plan de reconquête du Maghreb. Dans ce vaste plan, vous avez aussi l'Algérie qui est en ligne de mire et qui fait l'objet d'attaques répétées de la part de la France dans la continuité de ce projet que vous avez vu en Libye. Donc, ces puissances, surtout européennes, ont construit leur propre géopolitique. Quand vous parlez des routes migratoires, vous allez voir le dispositif de lutte contre ce qu'ils appellent l'immigration clandestine. Les dispositifs sont aujourd'hui avancés à la lisière du Sahel. Il y a un accord entre le Sénégal et l'Union européenne, la Mauritanie et l'Union européenne. Il y avait un accord entre le Niger et l'Union européenne qui visait à stopper les migrants depuis ces zones-là. Mais l'Union européenne estime que lorsque c'est fait par les polices locales, le travail n'est pas efficace, malgré les investissements, malgré les éléments de coopération qui sont mis en œuvre. Il fallait donc prendre également le contrôle d'une zone sahélienne importante, une des routes les plus importantes, la route de la Libye, et positionner des hommes qui allaient faire dans le tri ou dissuader les migrants de pouvoir accéder au territoire européen. Donc, il y a aussi cette géopolitique migratoire qui a été activée dans la perception d'une Europe qui s'accroît en Afrique via ce qu'ils appellent l'espace méditerranéen. Donc, cette géopolitique est en œuvre en Libye, à côté des enjeux stratégiques que nous avons cités plus haut. Très bien, Jonathan. On va poursuivre. Vous avez touché un point qui est très important, justement, de revenir sur l'histoire de la Libye et sur la chute de son leader Mohamed Kadhafi. Donc, je propose aux téléspectateurs de faire un focus historique sur la Libye avant la chute de Mohamed Kadhafi, de l'évolution de la situation dans le pays, pour mieux, justement, saisir, comme vient de le dire Jonathan, les causes profondes de ce qui est aujourd'hui la géopolitique d'un chaos quasi permanent. Jonathan, la chute de Kadhafi en 2011 est-elle véritablement le point de départ, comme aiment à le dire les panafricains, de ce chaos libyen, ou cette situation trouve-t-elle ses racines dans une histoire coloniale aussi complexe, marquée par des fractures, mais aussi qui ont conduit en quelque sorte à dissocier la société libyenne? Est-ce que c'est une œuvre coloniale continue? C'est une œuvre continue. C'est une œuvre continue. L'œuvre coloniale visait à maîtriser des espaces à haute valeur en ressources naturelles, mais aussi à empêcher toute velléité de liberté de la part des peuples colonisés. Donc, il s'agit d'une continuité. Dans la perspective libyenne, l'émergence du guide libyen Mohamed Kadhafi, le grand panafricaniste, nous lui rendons un hommage. Son émergence dans les années 70 a marqué la fin d'une prédation économique sur le pays, la Libye. Et cela a coïncidé, ou du moins cela a été aussi
corrélée par la montée en puissance d'un nationalisme économique, d'un ensemble de politiques qui ont fait qu'à la fin du XXe siècle, la Libye avait l'indice de développement humain le plus élevé. Je tiens à rappeler quelques éléments que proposait cet État libyen. La Libye donnait comme bourse à ses étudiants qui voulaient faire des études à l'étranger une bourse équivalente à 4 000 euros. Ça leur permettait d'avoir un standard de vie assez élevé. Et pourtant, ils étaient déjà en terre étrangère. La Libye permettait à un couple qui convolait en juste noces de pouvoir se loger gratuitement, d'avoir du gaz gratuitement, de l'électricité gratuitement. Bref, un paquet social qui faisait que le Libyen était une sorte de petit prince. On ne parle pas des subventions qui étaient remises au couple et les primes à la natalité. Cet effort de l'État libyen avait conçu un modèle social qui était devenu une référence mondiale. Et ce modèle social était en passe de proposer un modèle socio-économique et politique qui pouvait influencer les pays à fort potentiel en ressources naturelles de gérer leurs ressources par leurs propres moyens, donc de nationaliser leur économie. Et avec la question de la monnaie nationale, d'une monnaie souveraine, Kadhafi menaçait l'hégémonie du dollar. Donc, tous ces éléments mis ensemble, le premier, cette économie nationalisée, menaçait le modèle néolibéral, qui est par excellence le modèle capitalistique promené par les États dits démocratiques. Le deuxième élément, c'est l'élément de puissance des États-Unis, la question du dollar. En remettant en question le dollar, les Libyens étaient en train de s'attaquer à un des piliers de la puissance et de l'hégémonie états-unienne dans le monde. Donc voilà les raisons profondes qui ont véritablement causé non seulement la contradiction à mort entre l'Occident collectif et la Libye, mais bien plus à mobiliser un ensemble de ressources pour déstabiliser ce pays et les conséquences que nous remarquons aujourd'hui. Et vous devez aussi constater que dans l'effort des Occidentaux, il vaut mieux garder ces Libyens divisés. On s'arrange toujours à soutenir un acteur. L'attentat d'il y a quelques jours et la manifestation de cette politique de diviser pour mieux régner. On va toujours s'arranger à soutenir un acteur, lui donner des petits moyens qui ne peuvent pas lui conférer la capacité de devenir l'hégémon stabilisateur de la Libye. Et dans ce contexte, l'équilibre des forces neutralise les acteurs dans un désordre collectif qui permet la prédation économique par les vautours internationaux qui se présentent malheureusement comme étant les promoteurs de la démocratie. Justement, et on rappelle que c'est au nom de la démocratie que l'OTAN a mené une intervention illégale dans le territoire libyen. Je viens vers vous, Giuseppe Aconsia, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Giuseppe. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre sur ce plateau. À la lumière de ce que nous a dit Jonathan, qui a fait une rétrospective de cette histoire de la Libye. Je viens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est fait l'essor des milices après la chute Kadhafi? Comment expliquer cet essor? Et surtout, dans quelle mesure ces groupes armés, souvent soutenus, comme l'a rappelé Jonathan, par des puissances étrangères et occidentales, sont-ils des acteurs d'un jeu géopolitique où aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Libye sert de terrain de règlement de rivalité internationale? Oui, et dès les attaques de l'OTAN en 2011, la Libye est plongée dans le chaos.
avec des différents gouvernements, le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibeh à Tripoli, soutenu par la communauté internationale, la Turquie, le Qatar, les milices de Misurata et Osama Hamad à Tobrouk, avec le soutien de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de la Russie, de la milice 128 et du général Khalifa Haftar et son fils Saddam qui est en train d'étendre son pouvoir. Spécialement la Russie et Moscou a étendu sa présence militaire en Libye dernièrement, après la fin du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Et donc, il y a des dizaines de milices qui sont actives dans le territoire libyen. Par exemple, dans les affrontements tripolitains qui ont commencé après l'assassinat d'Abdelghani al-Kikli, connu aussi comme Guéni, le leader de la milice Autorité de soutien à la stabilité, qui a été tué avec 8 autres personnes et 70 ont été les blessés. Maintenant, en Libye, il y a un cessez-le-feu qui a été négocié avec le soutien de la mission des Nations Unies, 11 000. Et encore, il y a des rencontres en coopération avec le Conseil présidentiel de Tripoli et Mohamed Al-Menfi, le leader du Conseil, a rencontré Hanna Tete, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye pour parler du cessez-le-feu. Et alors là, il faut se souvenir que la brigade 444, contrôlée par le ministère de la Défense, a pris le contrôle de l'autorité de soutien à la stabilité, qui a été, le leader était Abdelghani al-Kikli, avec le soutien de la force de situation spéciale. Mais encore, il y a des milices actives à Tripoli et dans la Tripolitaine qui ne sont pas sous le contrôle du ministère de la Défense. Par exemple, Rada, qui est la dernière milice, qui n'est pas encore complètement sous le contrôle du gouvernement d'Abdelhamid Dbeibeh. Mais même les autres milices, les milices de Zaouia, de Zintan, de Misurata, ont été mobilisées aussi dans ces affrontements. Et il y a eu même une crise du gouvernement de Tripoli avec les démissions du ministre de l'économie, Mohamed El Hawij, la démission du ministre du gouvernement local, Badreddin Al-Toumi, et du ministre du logement, Aboubakar Al-Raoui. Donc, encore une fois, la Libye est partagée par des gouvernements, centaines de milices et des crises politiques et institutionnelles très fortes qui rendent le pays en état falli. Très bien, Giuseppe, vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup de groupes armés et de nombreux sont les milices qui sont actives et soutenues par différentes puissances étrangères. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces groupes ou ces milices, mais surtout quelles sont leurs zones d'influence? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la Cyrénaïque? Est-ce qu'ils sont plutôt dans le Fezzan? Est-ce qu'ils sont plutôt à Tripoli? Oui, il y a des milices partout dans le pays. Certaines d'entre elles ont un certain contrôle sur le marché pétrolier local. Certaines d'autres ont un contrôle sur les flux migratoires qui intéressent les pays. Et normalement, ils jouent à se faire reconnaître comme des acteurs importants pour la stabilité du pays. Par exemple, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, depuis la crise, donc depuis janvier, parce qu'en fait, il y a eu l'assassinat d'Al-Kikli, mais il y a eu aussi l'assassinat du général Al-Masri, qui a été arrêté en Italie et après a été renvoyé en Libye dans le mois de janvier. Il y a eu un nombre de migrants supérieur à l'année passée qui sont partis des côtes libyennes et sont arrivés en Italie. Et ça, les numéros que l'ONU nous donne est de 17 800 migrants qui sont arrivés en Italie depuis le début de l'année et la plupart viennent du territoire libyen. Même il y a des semaines, il y avait un bateau qui est parti de Zaouia et 3 personnes sont mortes à côté de l'île de Lampedusa. Et donc, les leaders des milices libyennes veulent s'accréditer comme capables de contrôler les flux migratoires, de contrôler le marché du pétrole, d'être reconnus avec ils ont envie d'être reconnus par l'Union européenne et la communauté internationale comme des interlocuteurs crédibles. Et ça fait encore une fois rendre la Libye encore plus un pays chaotique où il y a toujours la possibilité qu'il y ait une très forte crise
crise économique s'épanouit. Par exemple, il y a eu le blocage du marché pétrolier et ça, si ça continue, ça peut rendre pire la crise économique du pays. Déjà, la production nationale a été fortement réduite des 1,4 million de barils de pétrole par jour qui la Libye produisait avant la crise. Là, on a eu une chute très significative. Et donc, même les milices font partie de cette crise économique et liée au flux migratoire. OCP. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Et pour élargir notre focale et comprendre les véritables enjeux géopolitiques qui se jouent en Libye, car derrière les seigneurs de guerre, les milices et les rivalités locales se cachent des intérêts beaucoup plus vastes, des stratégies froidement calculées par des puissances mondiales et régionales qui utilisent la Libye comme un terrain d'influence, de ressources et de domination stratégique, comme l'ont expliqué nos invités lors de la première partie de l'émission. Je reviens vers vous, Jonathan. Giuseppe vient de nous expliquer clairement que le pétrole est au cœur des convoitises des milices et des groupes armés, mais aussi des puissances étrangères qui soutiennent chacun son groupe ou sa milice. Au-delà des intérêts économiques, quelle est la responsabilité des puissances étrangères en présence en Libye, notamment à travers leur soutien sélectif à certaines factions rivales dans la déstabilisation et surtout la fracturation de la Libye? Est-ce qu'on peut finalement parler de l'émergence d'un chaos institutionnel et sécuritaire qui profite aux puissances étrangères, notamment occidentales? Tout à fait. Vous savez, l'un des enjeux, il est sécuritaire, non pas seulement lié à la Libye, mais à l'ensemble de la région. Souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, le maréchal Haftar opérait quelques déplacements dans des pays du Sahel pour les rassurer de ce que, en fait, le transit des armes par la Libye serait stoppé par les acteurs de son groupe armé. En fait, les enjeux sécuritaires qui se dégagent nous montrent que les milices libyennes participent aujourd'hui de la chaîne logistique qui entretient le terrorisme dans la région du Sahel. Ces milices jouent le rôle d'intermédiaire pour approvisionner les groupes terroristes à l'intérieur du continent et pourquoi pas même approvisionner les zones d'insécurité majeure. Vous savez, l'insécurité a toujours justifié l'existence d'une économie criminelle ou d'une économie souterraine. Quand le Libéria, pour prendre un exemple, le Libéria était dans l'insécurité, le territoire du Libéria était utilisé comme lance de rampement pour mobiliser les mercenaires, mobiliser les armes vers d'autres territoires. Et c'est grâce à cette insécurité entretenue que la déstabilisation d'autres pays était possible. Aujourd'hui, c'est à ça que c'est aussi l'entretien de ces groupes armés en Libye. Ça permet de faire transiter les armes, ça permet d'entretenir des milices dans d'autres foyers d'insécurité et ça permet des canaux de communication pour les services spécialisés de ces pays qui ont l'habitude de la déstabilisation. Il faut noter que, par exemple, l'ancêtre de la DGSE française, le SDES, avait en son sein une unité qui était spécialisée dans la réalisation, la commission des attentats. Ça s'appelait, je crois, la main rouge. Donc, vous aviez des unités comme ça qui agissaient clandestinement comme des cellules terroristes, mais qui étaient rattachées à un service de renseignement officiel. Vous avez également au sein de la CIA des unités qui sont spécialisées dans ce genre de missions clandestines. Ces unités-là sont déployées dans de telles zones, utilisées contre les pays qui sont identifiés comme les ennemis des pays occidentaux. C'est d'ailleurs, vous avez remarqué que les menaces qui pèsent aujourd'hui contre l'Algérie sont des menaces qui sont formulées dans le Sahel.
à partir de groupes de milices qui sont entretenus via le commerce d'armes qui redescend, qui revient de Libye. Et quand vous regardez même la genèse des conflits dans le Sahel, vous allez voir que l'un des éléments déclencheurs a été la désintégration de la Libye et le commerce des armes de l'armée libyenne qui est revenu, redescendu vers des foyers de tension qui étaient déjà existants mais qui n'avaient pas encore une certaine ampleur. Donc, cette économie criminelle entretenue par les puissances occidentales, parce que quand on vous parle du commerce des armes, les armes ne sont pas quittées des entrepôts de l'ancienne armée libyenne du simple fait de la cupidité de quelques acteurs. Il y a eu des cellules logistiques qui ont acheminé les armes vers les acteurs. Et ces cellules logistiques étaient assurées par des États occidentaux, la France notamment. Donc, quand vous avez cette réalité, l'entretien des groupes armés en Libye, le maintien de l'insécurité en Libye, permet à ces puissances spécialistes de la géopolitique du chaos de maintenir une pression sur l'ensemble des pays voisins et de tout le temps utiliser le principe dissuasif du « il faut satisfaire mes desiderata, sinon nous lâchons nos chiens méchants qui sont dans la zone ». C'est pourquoi l'enjeu libyen aujourd'hui ne se pose plus simplement comme étant un enjeu pour les Libyens. Il faudrait que les pays africains et les pays surtout du Maghreb et du Sahel qui sont frontaliers participent quelque part à soutenir les Libyens afin qu'ils trouvent des solutions. Parce que la solution libyenne devrait être une solution collective et c'est une solution qui permettra la sécurité collective de tous les pays voisins. Si on laisse aux puissances étrangères de continuer à jouer ce rôle malsain d'entretien des milices, malheureusement, on aura des foyers de tension qui pourront être activés à tout moment avec le déferlement de cette économie criminelle qui a de très beaux jours. Vous savez qu'en Libye actuellement, vous avez une économie criminelle qui pratique des méthodes qu'on ne voyait plus, notamment le marché d'esclaves. On n'en parlait plus, mais c'est revenu en Libye. Donc, de telles pratiques, si les pays ne s'engagent pas, surtout les pays africains, à soutenir les Libyens, eh bien, on risque d'avoir toujours ce genre d'économie malsaine qui tire l'ensemble de la sous-région vers le bas. Très bien, Jonathan. Donc, comme vous venez, de l'expliquer, le Sahel et l'Afrique du Nord sont aussi menacés par cette stratégie expansionniste de la géopolitique du chaos. On peut même parler d'un champ de bataille des puissances, d'un champ de bataille géopolitique, j'entends, des puissances occidentales en concurrence dans la région. Mais il y a aussi la Méditerranée qui est un autre champ de bataille géopolitique, en particulier à la lumière du génocide que subissent actuellement le peuple palestinien à Gaza par l'entité sioniste. Mais je viens vers vous, Giuseppe Akoncia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Libye est une pièce maîtresse du contrôle de la Méditerranée et en même titre de l'Afrique du Nord et peut-être même vers le Moyen-Orient, en particulier quand on sait que dans les agendas occidentaux, il y a cette notion géographique ou géopolitique qui est la région MENA. Oui, tout à fait. En fait, la Libye est un pays central pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et pour le contrôle de la Méditerranée centrale par rapport à toutes les choses qu'on a déjà dit en référence au marché pétrolier et aux flux migratoires. Et c'est très important d'avoir une transition démocratique avec des élections. On sait que dès 2014, il n'y a pas des élections en Libye et même les accords d'Eskhirat n'ont pas marché pour affirmer un dialogue entre les gouvernements de Tripoli et de Benghazi. Et Algérie et Tunisie sont les deux pays qui pourraient avoir un rôle central, qui déjà jouent un rôle central dans la stabilisation de la Libye. De l'autre côté, comme on disait avant, il y a d'autres puissances qui considèrent l'importance géostratégique de la Libye, notamment les États-Unis. Et Donald Trump, après sa visite en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, a affirmé qu'il veut déporter des migrants des États-Unis en Libye avec des vols militaires qui peuvent partir de Washington, mais il a aussi parlé des réfugiés palestiniens, qui on sait très
bien qu'il a son plan de nettoyage ethnique de la bande de Gaza et de déportation. Donc, il considère la Libye comme un pays central, même pour les stratégies de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Donc, il a plusieurs niveaux qui peuvent être utilisés. On va même considérer comme il y a eu des groupes extrémistes actifs dans le pays et plusieurs fois le général Haftar a essayé d'arriver jusqu'à la capitale Tripoli pour avoir un contrôle complet sur le pays, mais il n'a jamais réussi et il a été arrêté à Mitiga, à l'aéroport de Mitiga, il n'a pas pu arriver à la capitale Tripoli. Donc, le pays continue dans cet état de confusion et de chaos général. Très bien, Giuseppe, en plus des intérêts que vous venez de citer concernant les États-Unis, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui les États-Unis défendent aussi depuis la Libye une porte pour l'Africom, ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le changement de stratégie depuis l'arrivée de Trump pour un second mandat à la Maison-Blanche? Oui, la politique intérieure libyenne a toujours eu une influence très forte dans la politique des États-Unis. On peut penser à le rôle que Hillary Clinton avait joué dans le cadre de la transition politique qui s'est ouverte en Libye après 2011 et dans le soutien qu'elle a reconnu à l'ambassadeur des États-Unis en Égypte et à Tripoli dans ce moment-là. Même il y a eu des échanges d'emails et il y a eu une très forte polémique dans les États-Unis pour le soutien qui indirectement pouvait arriver aux frères musulmans libyens dans ce contexte-là. Donc les États-Unis ont toujours joué un rôle central dans les intérêts de la politique intérieure libyenne et quand il y a eu les administrations liées au Parti démocratique, il y a toujours eu un certain regard en soutien aux missions des Nations Unies, notamment de Stephanie Wilson et les suivantes pour démarrer une phase de transition politique. Maintenant, avec l'administration Trump, la Libye est devenue complètement un pays dans lequel les États-Unis doivent faire des affaires de business. Ça, c'est lié aussi aux accords entre Russie et Turquie, parce qu'on sait bien que s'il y a des intérêts géopolitiques forts dans le pays, ça se réfère directement aux intérêts d'Ankara et de Moscou, qui avant devaient partager aussi les intérêts géopolitiques en Syrie, mais maintenant surtout essayer de trouver des accords pour gérer le chaos libyen. Donc il y a plusieurs niveaux d'intérêts qui font partie des divisions géopolitiques dans les pays et on peut aussi nommer l'Arabie Saoudite et les Émirats où Trump vient de partir et où il a signé des accords millionnaires avec les chiites. Très bien, Giuseppe. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, qu'aujourd'hui, la stratégie des États-Unis est une stratégie d'un chaos contrôlé ou d'une indifférence organisée? Oui, un chaos contrôlé est parfait comme définition et même ça soutient les intérêts économiques et géostratégiques des États-Unis dans la Méditerranée et soutient aussi les plans génocidaires des autorités israéliennes, des déportations des Palestiniens de la bande de Gaza qui sont toujours dans l'agenda des États-Unis et même c'est l'idée de continuer avec des guerres dans le contexte régional, même si au niveau de communication, Trump parle d'un accord sur le nucléaire iranien, par exemple, mais de l'autre côté, la guerre continue. Très bien, je viens vers vous. Jonathan, on va poursuivre sur le rôle des puissances occidentales ou de ce clan qui est appelé l'Occident. On va tenter de comprendre est-ce qu'aujourd'hui, les pays européens qui jouent un rôle déstabilisateur également en Libye et les États-Unis jouent dans le même clan ou pas. Mais avant cela, on va revenir sur le rôle de la France qui a participé à la déstabilisation et la chute comme vous l'avez rappelé, Jonathan, de Mouammar Kadhafi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement, le rôle de la France et le rôle du pompier pyromane, on vient vers l'Italie qui veut un contrôle migratoire ou bien une nostalgie énergétique. Et finalement, ces acteurs internationaux sont-ils des alliés ou des parrains dans le cadre de la géopolitique du chaos en Libye? Vous savez, aujourd'hui, dans le contexte de crise généralisée en Europe,
avec la crise économique qui sévit en France, le risque d'avoir une économie italienne qui revient dans ses mauvaises performances, c'est la stratégie du chacun pour soi. Le seul élément sur lequel les pays européens ont été mis d'accord, c'était d'enlever Kadhafi au pouvoir et de déstabiliser cette Libye. Après cet élément d'accord, il n'y a que des intérêts nationaux qui priment. Les États-Unis, quand vous parlez de la stratégie de contrôle de la Méditerranée, ils se rendent compte qu'après le Maroc, ils auront la possibilité d'étendre le contrôle de la Méditerranée jusqu'au large de la Libye, ce qui hier n'était pas possible. Et donc, il leur restera certainement d'autres seuls ports hostiles dans la zone. Jonathan, vous avez... Très bien, Jonathan, je reviens vers vous dans un petit instant et je viens vers vous, Giuseppe, à Conci. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur la stratégie de l'Italie, notamment depuis l'arrivée de la première ministre Meloni et l'ensemble des contrats qu'il y a entre les deux pays, entre d'un côté la Libye et de l'autre l'Italie? Oui, comme on disait au début, il y a des intérêts qui sont très fortement liés aux flux migratoires et aux accords qui ont été signés, mais pas justement que de Meloni, du gouvernement Meloni, mais même aussi par Berlusconi et Prodi et les premiers ministres qui sont suivis, Gentiloni et les autres, qui en fait ont toujours fait du business avec les autorités libyennes et ont toujours essayé de établir des relations avec Muammar Gheddafi et après dans le chaos dans lequel est plongé le pays après 2011. Notamment, ça n'a pas marché parce qu'en fait, si d'un côté, il y a des intérêts liés au marché pétrolier qui amènent à une présence italienne plus forte, mais même pas parce qu'en fait, la France et le Royaume-Uni sont très forts maintenant dans le cadre des intérêts pétroliers libyens. De l'autre côté, il y a eu toujours le support que les autorités italiennes ont donné à la gare côtière libyenne, par exemple, aux municipalités, aux milices. Ça a augmenté les divisions antérieures au pays. Donc la présence postcoloniale italienne en Libye n'a fait qu'augmenter le chaos dans lequel le pays est plongé. Est-ce qu'aujourd'hui, les intérêts des pays européens sont les mêmes, ou est-ce qu'aujourd'hui les intérêts des pays européens déjà entre eux sont en contradiction, mais surtout est-ce qu'au sein de l'Occident, du bloc occidental, les intérêts concernant la Méditerranée, le Sahel, l'Afrique sont les mêmes ou sont divergents, laissant présager la fin du bloc occidental? Oui, tout à fait. Il y a des divisions très fortes dans le bloc occidental. Avant, on parlait des États-Unis, mais là, on peut parler même des différences entre les pays européens. Par exemple, la France a d'un côté un soutien de la communauté internationale au gouvernement de Tripoli, de l'autre côté un fort soutien de Khalifa Haftar, qui a plusieurs fois rencontré Macron et même Macron a plusieurs fois soutenu le général, même s'il n'a pas une légitimité forte ou électorale dans la Cyrénaïque. Donc, et là, après, il y a tous les intérêts liés au marché pétrolier qui divisent très qui ont créé, qui continuent à partager, à diviser les pays européens. D'un côté, France et Royaume-Uni, il faut se souvenir qu'ils ont soutenu les attaques de l'OTAN de 2011. De l'autre côté, d'autres pays, notamment l'Italie, mais il faut penser aussi à d'autres acteurs régionaux. Par exemple, l'Égypte, qui va jouer un rôle dans le marché du gaz et dans la Méditerranée de l'Est, très important, qui peut affecter les équilibres de la région. Très bien, je viens vers vous, Jonathan. On va poursuivre avec ce tour d'horizon des puissances qui ont de l'influence en Libye. On vient vers la Russie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Russie va se repositionner ou se repositionne en Libye puisqu'elle a perdu l'accès aux eaux chaudes suite au bouleversement qu'il y a eu en Syrie? Oui, la Russie a déjà commencé sa réorganisation
vous avez un repositionnement au niveau du Soudan, vous avez cette tentative de repositionnement au niveau de la Libye avec un soutien franc aux côtés du maréchal Khalifa Haftar. Les Russes auront une seule difficulté, c'est d'avoir un partenaire qui contrôle toute la Libye. Ils auront certainement une position marginale parce qu'actuellement, ils vont soutenir simplement une des forces qui tentent de prendre le contrôle de la Libye. Et ils vont certainement manœuvrer dans cet espace pour se frayer du chemin et avoir à la fin une place dans le paquet des partenaires qui se présentent au niveau de la Libye. Il faut noter, s'il faut revenir un peu, lier cette question à la précédente, que la réorganisation de l'influence des puissances dans le Maghreb fait que la puissance qui avait en Europe un certain contrôle de la région, c'était la France. C'est cette puissance qui est la plus grande perdante. Elle est aujourd'hui en recul sur tous les terrains et ça donne donc de l'espace à de nouveaux acteurs. Vous avez les Russes qui étaient normalement les partenaires des Libyens sous Kadhafi, qui aujourd'hui sont en train de se chercher avec le maréchal Khalifa Haftar, malgré les alliances bizarres du maréchal. Maréchal est avec les Français, il est avec les Russes, il est quelquefois même avec les Italiens. Donc on ne sait pas trop quel est le partenaire qui finalement sera celui avec lequel il va conquérir ce pouvoir, ou bien du côté du pouvoir de Tripoli, quel est le partenaire véritablement qui pourra peser dans le conflit quand on regarde l'influence de la Turquie dans le jeu libyen aujourd'hui. Le recul de la France a donné de l'espace à beaucoup d'acteurs et c'est ça qui explique l'émergence de la Libye, de l'Italie. Très Maintenant, bien. l'Italie, Très bien, qui Jonathan. avait été un acteur... Brièvement, Jonathan, on arrive à la fin du temps imparti pour notre émission. Tout à fait. L'Italie, qui avait été un acteur marginal dans les relations avec les pays africains, est en train de prendre une certaine envergure. Et le terrain libyen semble être un terrain d'essai pour la diplomatie italienne, qui est devenue une diplomatie très agressive, qui envoie désormais des signaux de détachement vis-à-vis de ses partenaires français et qui montre que l'Italie veut véritablement jouer comme un key player dans l'espace africain. Très bien, Jonathan. Giuseppe, une dernière question et vous devez être très bref. Est-ce que la Libye risque finalement une balkanisation, si je peux me permettre le terme, orchestrée depuis l'extérieur, surtout quand on sait le rôle néfaste notamment de certaines puissances du Moyen-Orient dans le financement de cette géopolitique du chaos? Oui, ça c'est déjà le cas. Le pays est un pays en crise, dans une condition chaotique où il n'y a pas la possibilité d'avoir des élections, par exemple, ou une solution politique simple. Donc, c'est clairement une balkanisation des institutions en Libye, un manque de légitimité du processus politique qui pourrait amener à l'unité nationale, et ça amène des conséquences économiques très fortes sur les Libyens et sur les immigrés qui passent à travers la Libye pour arriver en Europe. Très bien, merci. Une dernière précision. Là, j'aimerais, si possible, avoir votre avis. Est-ce que finalement, on peut dire que la Méditerranée et la Méditerranée ou l'Afrique du Nord, si je peux me permettre l'expression, est dans la ligne droite de la fracture impérialiste? Ah oui, tout à fait. Les jeux impérialistes et post-coloniales se jouent directement en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Libye, et ça se voit très clairement. Et les cas du général Al-Masri, d'Al-Kikli et des gens qui sont très engagés dans des activités criminelles dans les pays qui arrivent en Europe et ils n'ont pas été arrêtés, par exemple, quand ils étaient en Europe, et après bien tués dans les territoires libériens. Ça amène du chaos. C'est un exemple très fort de la façon dans laquelle les relations post-coloniales et impérialistes s'amènent dans les pays.
Très bien, merci Giuseppe. Très chers téléspectateurs, vous l'aurez compris encore une fois quand il s'agit de l'Afrique, même si le jeu se joue en Afrique, mais les intérêts sont souvent ceux des puissances étrangères. Pour ce sujet, ce soir, j'ai eu le plaisir d'avoir été accompagné d'un habitué, comme j'aime à le dire, de Cap sur l'Afrique, Jonathan Batongene, analyste de la géopolitique africaine. Merci Jonathan, merci de m'avoir accompagné. Merci à vous également et merci à tous les téléspectateurs qui nous font confiance. J'ai également eu le plaisir d'avoir été accompagné ce soir de Giuseppe Acconcia, spécialiste de la géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Merci Giuseppe de nous avoir accompagnés. Merci à vous et bonne soirée. Quant à vous, très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci de nous être fidèles chaque mercredi soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.